Les Fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 18 juin 2024. Ravis de vous retrouver sur les ondes de Radio KPMG pour cette nouvelle édition des Fiscales. Au micro, Marie-Pierre Haut et Vincent Berger, le duo habituel de cette émission. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Hasard ou intuition, voilà qui ferait un bon titre pour un film de Claude Lelouch. Nous avions décidé de faire un point sur la réglementation européenne en matière fiscale. L'actualité politique récente nous montre à quel point nous avions été visionnaires. Ainsi, au sortir des élections européennes, nous nous intéresserons aux dernières initiatives portées par l'Union européenne en matière fiscale. Certaines d'entre elles, on le sait, ont abouti. On pense bien sûr à la directive Pilier 2 sur l'impôt minimum mondial en cours de transposition dans l'Union européenne, ou celles sur le point de l'être, comme la directive dénommée FASTER, relative aux retenues à la source sur dividendes. D'autres, comme le projet de directive Unchain sur les sociétés écrans, n'ont pas encore atteint le stade du consensus entre États membres. Enfin, la directive sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale ne cesse d'être enrichie. Voilà donc le panorama des textes fiscaux européens que nous allons évoquer aujourd'hui. Pour commencer, Marie-Pierre, arrêtons-nous tout d'abord sur la directive relative à la mise en place d'un impôt minimum mondial, plus connu sous le nom de Pilier 2. Oui Vincent, le paysage fiscal international est en train de vivre un profond bouleversement avec la mise en place, nous en avons déjà parlé sur nos ondes, de cet impôt minimum mondial. Au niveau de l'Union européenne, cette réforme lancée par l'OCDE s'est traduite par l'adoption d'une directive. À ce jour, 21 des 27 États membres l'ont transposée, au nombre desquels la France, dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Les mauvais élèves, à savoir Chypre, la Lettonie, la Lituanie, mais aussi la Pologne, le Portugal et l'Espagne, qui ont manqué la date limite de transposition fixée au 31 décembre 2023, sont quant à eux sous le coup d'une procédure d'infraction de la Commission depuis le 23 mai 2024. Ils ont désormais 2 mois pour prendre les mesures nécessaires. De quelles garanties l'Union européenne disposera-t-elle pour s'assurer que cette transposition a été faite dans les règles et que tous les États membres vont les appliquer de façon coordonnée ? On pense notamment à la possibilité laissée aux États d'appliquer un impôt complémentaire au niveau national pour bloquer dans la juridiction sous-imposée l'imposition complémentaire éventuelle et ne pas la laisser percevoir par le pays de l'entité mère ultime. On touche là à la souveraineté fiscale et les États doivent avoir confiance dans les impôts nationaux complémentaires mis en place par les autres juridictions. Certes, mais la confiance n'excluant pas le contrôle, comme le dit la formule consacrée, une revue sera effectuée par les juridictions en 2 temps. Premier temps, pendant une période transitoire, une autocertification des États est prévue, dont les résultats devraient être publiés en juillet 2024. Cette revue permettra de déterminer si les impôts nationaux complémentaires sont qualifiés ou non, c'est-à-dire que ces impôts complémentaires locaux suivent bien effectivement les règles du pilier 2 et qu'elles sont similaires dans leur mécanique au niveau local à l'impôt minimum mondial. Puis, dans un second temps, sera vérifié que ces impôts nationaux complémentaires peuvent ouvrir droit à la clause de sauvegarde prévue par l'impôt minimum mondial. Je suis un peu perdu là, Marie-Pierre. Impôt national complémentaire qualifié, impôt national complémentaire, clause de sauvegarde, quelle différence faire ? Alors vous avez raison Vincent, il faut bien distinguer entre impôt national complémentaire qualifié et impôt national complémentaire clause de sauvegarde, puisque le premier, le qualifié, est un prérequis du second, la clause de sauvegarde. Je m'explique. Concrètement, en présence d'un impôt national complémentaire dans une juridiction sous-imposée, les groupes doivent procéder à 2 calculs d'impôt complémentaire. Une première fois selon les règles nationales pour l'impôt national complémentaire, puis une seconde fois selon les règles GLOB pour l'impôt complémentaire GLOB standard, car l'impôt national complémentaire s'impute sur l'impôt complémentaire GLOB à acquitter au niveau de l'entité mère ultime. Ce double calcul, cette imputation, crée une lourdeur administrative que l'on a souhaité effacer et c'est là qu'entre en jeu l'impôt national complémentaire clause de sauvegarde. C'est-à-dire ? L'impôt national complémentaire clause de sauvegarde permet de ne procéder qu'à un seul calcul d'impôt complémentaire par juridiction. On calcule une seule fois, localement donc, l'impôt complémentaire et cela permet de présumer, sans autre calcul, que l'impôt complémentaire GLOB, celui dû pour cette juridiction mais au niveau de l'entité mère, est égal à 0. Pour écarter tout risque en termes de non-conformité aux règles GLOB et permettre de présumer à 0 l'impôt complémentaire d'une juridiction, on va imposer des contraintes additionnelles à l'impôt national complémentaire qualifié. Ces nouvelles contraintes imposent de respecter 3 standards pour que l'impôt national soit le plus proche possible de l'impôt GLOB. Un accounting standard portant sur la norme comptable utilisée pour faire les calculs, un consistency standard portant sur la cohérence des calculs réalisés et un administrative standard portant sur une revue régulière du dispositif.
3 conditions examinées dans le cadre de la revue par les pairs dont je parlais il y a quelques instants. Voilà pour la mécanique calculatoire. Qu'en est-il du côté de la France ? La France a décidé de mettre en place un impôt national complémentaire et considère, conformément aux travaux parlementaires, qu'elle sera qualifiée et bénéficierait de la clause de sauvegarde. Mais attendons les résultats de la revue des pairs pour l'affirmer, puisque la directive européenne a été publiée en décembre 2022, soit avant les orientations de l'OCDE sur le sujet qui date de juillet 23. Ceci étant dit, il est vraisemblable que ces orientations seront transposées dans notre droit interne à terme. Ce n'est donc plus qu'une question de timing. Tout à fait. D'ailleurs, cette nouvelle série d'orientations administratives vient juste d'être publiée hier, 17 juin, par l'OCDE. Nous sommes en train de les analyser. Côté droit interne, on attend également des commentaires administratifs au BOFIP, au moins une première tranche, peut-être avant l'été. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler sur ces ondes. Intéressons-nous maintenant au projet de directive FASTER pour Faster and Safer Tax Excess Relief, qui a été adopté par le Conseil de l'Union européenne le 14 mai dernier. La directive sera formellement adoptée lorsque le Parlement européen aura rendu son avis sur le texte final. L'idée générale est de mettre en place des procédures plus efficaces et plus sûres pour le remboursement des retenues à la source au sein de l'Union européenne, puisque l'on sait que ces procédures sont souvent longues, coûteuses et fastidieuses pour les investisseurs. Par exemple, la Commission européenne a dénombré pas moins de 450 formulaires au sein de l'Union européenne. Précisons, Vincent, avant toute chose à nos auditeurs que le projet de directive FASTER, dont nous avions déjà parlé il y a quelques mois à ce micro, a été adopté dans une version quelque peu modifiée. Concrètement, cette directive va se traduire par, tout d'abord, l'instauration d'un certificat de résidence fiscale numérique qui devra être délivré, sauf exception, dans les 14 jours suivant la demande. Ensuite, par la création d'un statut d'intermédiaire financier certifié qui va être créé et seuls ces intermédiaires pourraient demander un dégrèvement des retenues à la source pour le compte de leurs clients grâce aux procédures accélérées. Ils devraient pour cela procéder à certaines vérifications préalables. Enfin, les États membres auront l'obligation de mettre en place l'une des 2 procédures accélérées prévues par la directive qui viendront compléter la procédure standard de remboursement déjà existante localement le cas échéant. La première procédure consiste à appliquer immédiatement le taux réduit prévu par la convention fiscale applicable, et ce au moment du paiement. La seconde procédure prévoit un remboursement rapide de la retenue à la source qui devra intervenir dans les 60 jours suivant la demande. Et à quel type de paiement cette nouvelle procédure s'appliquera-t-elle ? Alors, le champ des paiements visés est relativement circonscrit puisque la directive prévoit qu'il s'applique uniquement aux paiements de dividendes provenant d'actions cotées en bourse émises par des sociétés européennes et, sur option des États membres, aux paiements d'intérêts produits par des obligations cotées en bourse émises par des sociétés européennes. Un champ limité donc. Oui. En outre, la directive prévoit un certain nombre de cas dans lesquels les États membres ont la possibilité, mais pas l'obligation, de refuser l'application des procédures accélérées. Par exemple, lorsque le montant brut du paiement dépasse 100 000 € par actionnaire et par paiement, ou encore lorsqu'une exonération de retenue à la source est demandée. Autre élément important, la directive introduit des obligations harmonisées de due diligence et de reporting pour les intermédiaires financiers certifiés, c'est-à-dire de façon générale les dépositaires centraux de titres, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. Mais en revanche, et faute de consensus parmi les États membres, elle laisse le soin à ces derniers de définir au niveau national les règles relatives aux sanctions et à la responsabilité civile des dits intermédiaires. Initialement, une application de ces nouvelles règles avait été envisagée pour le 1er janvier 2027. Est-ce que c'est toujours le cas ? Non, un retard a été prévu. Les États membres devront les appliquer à compter du 1er janvier 2030, c'est-à-dire 3 ans plus tard. Et nous ne pouvons que recommander aux intermédiaires financiers concernés ainsi qu'aux investisseurs de tirer profit de ce report pour se préparer au mieux. Bien reçu Marie-Pierre, c'était très clair, merci. Parmi les autres initiatives portées par la Commission européenne, la proposition de directive BEFIT, Business in Europe Framework for Income Taxation, publiée en septembre 2023, reprend l'idée d'une assiette commune de l'impôt sur les sociétés pour les entités basées dans l'Union européenne qui font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires global consolidé dépasse le seuil de 750 millions d'euros, soit un seuil similaire à celui du pilier 2 ou encore du CBCR. Où en est-on de cette proposition ? Avant de vous répondre, Vincent, précisons que l'objectif affiché est de simplifier la vie des contribuables au sein du marché intérieur en harmonisant certaines règles relatives à l'impôt sur les sociétés. Pour autant, lors d'une consultation publique organisée par la Commission fin 2023 et à laquelle KPMG a répondu, de nombreux représentants du monde de l'entreprise ont fait valoir qu'il était difficile d'envisager l'introduction de nouvelles règles à court terme alors que les contribuables sont d'ores et déjà pleinement mobilisés sur la mise en œuvre des règles particulièrement complexes du pilier 2. Effectivement, les sujets sont denses et variés et leur mise en œuvre complexe.
Au niveau politique, aucun accord n'a été trouvé au sein du Conseil jusqu'à présent à propos de cette proposition, qui n'a d'ailleurs pas été traitée comme un objectif prioritaire par la présidence belge et dont l'adoption requiert, comme toujours en matière fiscale, l'unanimité des États membres. Assez peu d'actualités récentes sur ce sujet, donc. Un rapport d'avancement devrait toutefois être publié d'ici quelques jours par le Conseil de l'Union européenne, qui pourrait permettre d'en savoir plus sur les étapes à venir. Affaire à suivre donc. Comme BEFIT, le projet de directive UNSHEL ou ATAD 3 devrait se transformer et fortement s'éloigner de sa première mouture. Ce projet de directive vise à prévenir l'interposition d'une société écran au sein de l'Union européenne en faisant de la notion de substance un élément déterminant de la capacité d'une entité à bénéficier des conventions fiscales et des directives européennes. Le projet de texte prévoyait dans sa première mouture que les entités à risque qui ne satisfaisaient pas un test de substance minimale, des locaux, un compte bancaire, un management local, etc., étaient présumées être dépourvues de substance. Si elles ne parvenaient pas à renverser cette présomption, ces entités étaient privées du bénéfice des directives européennes et des conventions fiscales. À ce jour, le Conseil de l'Union européenne n'a toujours pas obtenu de consensus sur ce texte. La présidence espagnole, qui avait fait de son adoption une priorité, a en effet échoué. À l'automne 2023, l'Allemagne avait proposé une nouvelle approche en 2 temps qui aurait permis en premier lieu la mise en place d'un échange d'informations entre États membres relatifs aux sociétés dites à risque, puis en second lieu des conséquences fiscales parmi lesquelles le refus de délivrer un certificat de résidence fiscale ainsi que la non-application des directives européennes. En réaction, la Commission européenne a proposé une 3e approche, qui n'a pas convaincu non plus, consistant à transformer le critère de substance en un standard minimum, afin de permettre aux États membres de mettre en place des règles plus strictes, tout en conservant les conséquences fiscales prévues par la proposition initiale. Les négociations devraient se poursuivre. Si la Commission reste optimiste quant à son adoption, le texte aura très certainement un tout autre visage. La Commission européenne devrait présenter un nouveau texte de compromis courant juin. Et qu'en serait-il des conséquences fiscales initialement envisagées ? Contrairement au souhait initial de la Commission, elles seraient finalement laissées à la discrétion de chaque État membre, mais ceux-ci seraient soumis à une obligation d'échange d'informations. En tout état de cause, nous n'attendons pas d'évolution dans les prochains mois puisque c'est la Hongrie qui va prendre la présidence de l'Union européenne en juillet 2024. Il est donc vraisemblable qu'aucun compromis ne puisse être trouvé avant 2025 au mieux. On ne connaît donc pas encore l'issue de ce texte, il faudra être patient. Terminons avec une directive que nous connaissons bien, la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, ou DAC, qui fait aujourd'hui l'objet d'une évaluation par la Commission européenne. Exactement. Cette directive est au cœur des mécanismes d'échange d'informations entre les États membres. Dernièrement, elle a fait parler d'elle avec l'adoption de la directive DAC6 relative aux dispositifs transfrontières potentiellement agressifs devant faire l'objet d'une déclaration, mais aussi de DAC 7, qui met à la charge des opérateurs de plateforme de nouvelles obligations déclaratives et d'information, ou plus récemment encore de DAC 8, qui concerne les cryptoactifs. Une nouvelle modification de la directive est d'ailleurs en discussion, puisque la Commission européenne devrait publier dans les prochains mois sa proposition de directive DAC 9, relative à l'échange d'informations sur l'impôt minimum mondial entre les États membres. Cette directive DAC, dans son ensemble, fait l'objet, de la part de la Commission européenne, d'une consultation. Manifestement, l'actualité fiscale européenne est très dense. Merci Marie-Pierre pour tous ces éclairages, d'autant plus précieux pour les entreprises en cette période incertaine. Avant de clore cette émission, nous vous rappelons que vous pouvez suivre toute l'actualité fiscale ainsi que nos différentes publications sur le site KPMG Avocat, sur le compte LinkedIn de KPMG Avocat ou dans l'application mobile Radio KPMG à télécharger dans l'App Store ou Google Play. N'hésitez pas également à écouter sans modération les différentes émissions diffusées par Radio KPMG. Un grand merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité et à bientôt. Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.